Chers amis, bonjour. Alors, 1000 milliards. Comment faire pour dépenser 1000 milliards? Pas évident, hein? On pourrait refaire tout un pays avec 1000 milliards. Même l'Algérie étant le plus grand pays d'Afrique et même un des plus grands au monde. Mais bon, aujourd'hui on va parler de certains projets emblématiques qui ont parsemé ces 1000 milliards. Alors, parmi les plus marrants, la fameuse autoroute Est-Ouest. Tout le monde connaît la fameuse autoroute Est-Ouest. Bon, elle devait coûter dans les 7 milliards, elle en a coûté 10 de plus, dans les meilleures estimations. Et encore, on est en 2022, elle est toujours pas terminée. Mais bon, juste quelques petites anecdotes. Initialement, une fois le marché lancé, il avait été accordé à deux groupements d'entreprises. Un groupement chinois et un groupement japonais. Dans le groupement japonais, il y avait deux énormes mastodontes. Un qui s'appelait CITIC et un autre, je ne me rappelle plus, mais c'était la Société nationale des rails. Donc c'était des spécialistes des chemins de fer. Et l'autre CITIC, elle n'y connaissait rien du tout. De l'autre côté, c'était un groupement de 6 ou 7 entreprises japonaises. Aucune spécialisée dans les autoroutes. Donc dès le début, déjà, ça commence bien. Mais là où c'est marrant, c'est là où je voudrais en venir, c'est que dans le cahier de charge, il spécifie, noir sur blanc, que les entreprises n'avaient pas le droit de ramener leurs engins. Vous imaginez une autoroute qui fait 1200 et quelques kilomètres, et les entreprises n'ont pas d'engins. Ils sont arrivés les doigts dans le nez, ils sont arrivés avec des milliers de... Les Chinois, ils sont arrivés cool, et c'était l'Algérie qui devait fournir les gros engins, c'est-à-dire les pelleteuses, les tracks, et autres gros engins. Pourquoi? Devinez pourquoi. Bah, très simple. C'était à l'Algérie d'acheter des engins, et eux, dès qu'il faut acheter quelque chose, c'est génial. Il y a un petit billet à se faire sur le paquet. Enfin bon, il y avait ça de marrant. Deuxième petit truc marrant de cette autoroute, quand elle a été à peu près finie, je veux dire, elle n'était pas encore complètement finie, bah, les pauvres Algériens, vous imaginez, après ouverture, ils se sont retrouvés, mais par dizaines, coincés dans l'autoroute. Pourquoi? Parce qu'on avait tout simplement oublié de mettre des stations de service. Pas de station de service, pas d'aire de repos, rien. Je vous parle même pas de la signalisation et autres, parce que ça, on y est encore. En 2022, ils en sont encore à installer des stations de service, des aires de repos, et surtout des pénétrantes, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle serve à quelque chose, l'autoroute, parce que ça ne peut pas être un tracé tout droit. Donc, on est en 2022. Le dernier tronçon, je crois, vers la Tunisie, toujours pas terminé, et c'est toujours en cours. Enfin, voilà pour l'autoroute, parce que j'aimerais pas faire une vidéo trop longue. Les deuxièmes projets bizarroïdes. Bon, Sonatrach, elle toute seule, c'est pas une usine, c'est une usine à gaz. C'est une pompe à fric, dans les deux sens, quoi. Tu manges, on mange, tout le monde mange. Bon, la Sonatrach, l'ex-patron, qui n'est pas mieux que celui qui est ici, ni d'ailleurs celui qui y est maintenant est meilleur que celui qui était parti. Enfin, celui qui est parti, pardon, il est en tonne, là. Un beau jour, il décide d'acheter une raffinerie en Italie. Les Italiens, désolé pour les Italiens, mais entre mafia, ils arrivent à s'entendre. Et en plus, il y avait une autre, la maison mère de la mafia, il y avait les Américains. Ils vont pour acheter une raffinerie en Italie, donc, qui s'appelle la raffinerie Augusta. Vous tapez Augusta, raffinerie Augusta, vous allez avoir un fleuve d'informations. Cette raffinerie, ils vont l'acheter à l'entreprise ExxonMobil. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, ça paraissait une bonne affaire.
Le gars, il leur assura, écoutez, c'est excellent, c'est une raffinerie, en plus elle a 2 terminaux sur des ports, vraiment, j'achète ça à moins d'1 milliard, à l'époque c'était dans les 700-800 millions de dollars, c'est une excellente affaire, il faut vraiment pas la rater. L'affaire est conclue, terminée, il fallait bien qu'il y ait un os quelque part, parce que quand ils font quelque chose, mais dans les premières semaines, quoi, ils s'aperçoivent que, normalement, on leur avait promis qu'ils allaient traiter le pétrole Sahara, Blend ou je ne sais plus comment on l'appelle, algérien. Pas de chance, cette raffinerie ne peut pas traiter ce genre de pétrole. Elle ne traite que du pétrole lourd. Et où est-ce qu'on en trouve? En Arabie Saoudite. Donc, pour démarrer la raffinerie algérienne en Italie, il faut aller acheter du pétrole en Arabie Saoudite, le ramener en Italie pour pouvoir pour pouvoir le raffiner. Mais il y a un autre petit détail encore plus marrant. Enfin, 2 autres plus marrants. C'est que quand on fait du pétrole, on arrive à en sortir ce qu'eux considèrent carrément comme de la matière noble, des lubrifiants. Et les lubrifiants, c'est là où on se fait de la marge. C'est là où ça coûte cher. Mais Exxon y avait pensé. Dans le contrat, il est spécifié que la production de cette raffinerie irait directement pendant une durée de 10 ans à nos amis Yankees, à un prix préférentiel, bien sûr. Donc ils ne pouvaient même pas profiter de ça, quoi, pour se rattraper. Et 3e petit point pour la dernière, pour la route, ils se sont rendus compte qu'une partie des terrains, enfin une partie là où je crois qu'il y avait les stocks, un truc comme ça si je me rappelle bien de l'article, une partie des terrains appartenait carrément à qui? À l'OTAN. Donc voilà, on se retrouve avec une raffinerie qui avait plus de 70 ans. J'allais oublier, à cause de ces 70 ans. Il l'avait acheté à 700-800 millions de dollars. Mais cette raffinerie, elle était vieille, très vieille, plus de 70 ans. Et elle était poursuivie par les services communaux de Naples, je crois, pour des problèmes d'environnement. Et il fallait qu'ils assainissent l'environnement. Et tout ça a été estimé aux alentours de 200 millions de dollars. Donc bon, allez, on résume, on arrondit, parce que certainement qu'il a fallu arrondir les angles et beaucoup. Donc ça leur a coûté environ 1000 milliards, et elle sert à rien. Grosso modo, elle sert à rien, au jour d'aujourd'hui. Bah. Autre exemple, auquel je pense, l'industrie automobile. L'industrie automobile. Ils sont forts. Bon, vous savez comment ils sont, nos chers voisins. Le Maroc, il a une industrie automobile, bon, allez, un beau jour, je crois que c'était ce tout bon, ouais. Un beau jour, le président, il se réveille, il dit, bon, exécution les gars, on va faire des usines d'automobile. Tout de suite, cahier de charge, il faut tout de suite sortir un cahier de charge et allons-y, on ouvre les vannes, les banques, etc. Allez, hop. Voilà, à partir de demain, tous les concessionnaires, et c'est comme ça que ça se passe, tous les concessionnaires n'auront plus le droit d'importer leur voiture. À partir de demain, les concessionnaires seront obligés de s'allier à leurs fournisseurs pour construire dans le pays. Allez les gars, exécution. Sans délai, comme ça. Les constructeurs, comment on fait pour faire une usine en 2 jours? Les mecs, ils sont pas emmerdés. Ils ont fait des espèces d'ateliers, chacun dans son coin. Des espèces de hangars, avec des espèces d'élévateurs, vous savez, qu'on trouve dans les services après-vente là pour faire une vidange d'huile. Et voilà quoi. Et ils ont commencé à importer en SKD, CKD, c'est-à-dire qu'on rapporte
la voiture en petits morceaux et on la remonte en Algérie. Et ainsi, on s'est retrouvé en moins de 6 mois avec 5-6 usines de voitures. En vérité, ces usines de voitures, c'était de simples hangars. Mais le comble, c'est que ces hangars, il y en a qui ont coûté une fortune. Parce que le gars local, bien sûr, on est dans la règle des 51-49, donc le proprio local, il prend tout à la banque. C'est subventionné, vous inquiétez pas. Et quand il prend, il prend. Il te fait un petit hangar, dans la facture, il y a marqué 400 millions de dollars. Pour un hangar, il pourrait presque fabriquer une vraie usine, mais bon. Et voilà, on se retrouve avec des usines en quelques secondes. Et dans le cahier de charge, il y avait quand même spécifié, comment on appelle ça, 40-30% intégration. Il fallait intégrer, il fallait qu'il y ait des taux d'intégration, c'est-à-dire fabriquer localement, des pièces fabriquées localement, de l'ordre de 40%, si je me rappelle bien. Pour vous donner une idée, au Maroc, on a fait des choses beaucoup plus sérieusement, ça nous a pris des années pour atteindre les 40%. Il faut qu'il y ait d'autres usines qui fabriquent les pièces, qui s'installent à côté, etc., etc. Eux, c'est du jour au lendemain. Alors comment ils faisaient des usines? C'est très simple. Hein. Dans les taux d'intégration, il y avait les sandwichs des ouvriers, il y avait la société de nettoyage, il y avait tout le monde là-dedans. Et même avec ça, on y arrivait difficilement. Enfin, pour ne pas s'étendre sur ce sujet aussi, ça s'est terminé au moment où tout le monde s'est rendu compte que, comme l'a déclaré officiellement leur président, c'était des usines de gonflage de pneus. Il y avait une usine, voilà, on dit Hzanen, usine de gonflage de pneus. Actuellement, les patrons de Hyundai en prison, patrons de Skoda en prison, patrons de Kia en prison, enfin tout le bon monde est en prison. Il n'y a toujours pas d'usine. Les pauvres Algériens, ça fait pratiquement 1 an et quelques qu'ils n'ont pas de voiture neuve. Ils ne peuvent pas en importer parce qu'il y a un problème de devise et que donc l'État il a serré pour interdire toute importation de voitures neuves. Donc ils se démerdent avec de l'occasion. Voilà, un petit dernier, la mosquée. La mosquée, la fameuse mosquée qui aura duré des années, des années, des années. Tout ça, encore une fois, pourquoi? Parce qu'au Maroc, Hassan II, Sa Majesté Hassan II, a fait très grande mosquée. Alors le but de l'autre côté, c'est de faire une mosquée et qui soit plus grande, plus haute surtout. Plus grande, elle n'est pas. La salle des prières fait 20 000 m² de ce côté et elle fait exactement la même chose de l'autre côté, 20 000 m² pour regarder sur Wikipédia. Mais, elle est plus élevée. Par contre, là où les choses changent encore une fois, d'un côté, elle a fait travailler des milliers, mais alors des milliers d'artisans avec des produits marocains. Et elle leur a coûté aux environs de 500 millions de dollars. À l'Est, c'est les Chinois. Made in China. Ils sont arrivés, made in China. Et elle leur a coûté un peu moins de 3 milliards de dollars. Dernière petite anecdote, parce que là aussi ça devient marrant. Récemment, le président Tebboune vient de signer un décret pour le budget de la mosquée. Vous savez combien? 62 millions de dollars par an. Et de qu'on fabrique encore une autre. Au bout de quelques années, vous en construisiez un gratte-ciel. Et mieux, pour s'assurer que tout marchera bien, le conservateur de la mosquée a été promu carrément ministre. C'est un ministre, avec les prérogatives du ministre. Et vous n'avez pas deviné pourquoi. Parce que ce fameux conservateur est issu d'une zaouïa.
justement la Zawiya qu'a visité Bouteflika, l'ex-président Bouteflika, avec le sieur Tebboune, pour justement avoir la baraka et devenir président. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour avec ces quelques affaires. J'essaierai d'en trouver encore quelques autres. Et on en fera un objet d'une prochaine vidéo. Allez, à ciao, et n'oubliez surtout pas, abonnez-vous.